On va démarrer l'enregistrement. Donc, on est en tout petit comité, comme assez souvent. Donc, bonsoir et bienvenue. Donc, je vais partager la présentation. Alors, comme on est un tout petit comité, euh, il y a toujours une partie de questions-réponses sur la fin. Mais on va, dirais-je, faire également, si vous avez une question sur une diapo donnée, osez m'interrompre. Alors, dans le mot de présentation, moi, je ne vous vois pas, donc osez m'interrompre verbalement, je vous entendrai, et juste sur une diapo, puis après, bien sûr, à la fin, classiquement, il y aura une partie de questions-réponses. La présentation va durer à peu près 40, une quarantaine de minutes, et après, en fonction des questions-réponses, ça peut prendre 15, 20 minutes, enfin, ça dépend, il y a des fois des groupes qui sont plus prolifiques dans les questions-réponses. Donc, on va voir ce soir un peu les fondamentaux de la transformation. Hein, donc, on va vraiment parler de transformation. Alors, donc, les gens qui font déjà du génératif, dès qu'on fait du génératif, c'est toujours de la transformation. Mais c'est des choses qui vont sans le dire, mais ça va mieux en le disant. Et donc, en utilisant l'intelligence collective systémique et générative. Donc, dans l'approche Palo Alto, on va, parce que Palo Alto parle de changement de type 1 à type 2, j'ai fait la continuation, donc de faire du type 3. Et je reviendrai sur les types 1, type 2, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la terminologie de Palo Alto. Alors, cette présentation s'inscrit dans le cadre d'un projet global qui a démarré il y a déjà quelques années et qui a pour vision un monde où les organisations et leurs parties prenantes sont florissantes, sont pérennes et en développement. Également, il y a une mission en arrière-plan de cette présentation. Et moi, la mission, c'est de créer un noyau dur de facilitateurs transformationnels qui sont capables d'accompagner, alors j'ai marqué les organisations, mais les équipes et ou les organisations dans les transformations de type 3 qui sont effectuées en profondeur, rapidement, avec facilité et en douceur. Alors, je parle de douceur parce qu'on est entre nous. Vis-à-vis d'un client professionnel, le mot douceur, je vais quand même éviter de l'utiliser parce que sinon, la personne va me regarder avec un regard un peu bizarre en se posant la question dans quel monde de bisounours je vis. J'ai rajouté aussi récemment ce nota bene que l'intelligence collective systémique est à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Je le mets aussi parce que, enfin, pourquoi c'est à l'épreuve? Parce que l'IA n'a pas les capacités de mesurer les choses qu'on va mesurer, entre autres le travail avec les champs. Et sur un autre domaine hein, aussi, puisque je suis également coach professionnel, euh, apparemment, il y a des IA qui font du coaching professionnel et il semblerait que un certain nombre de clients apprécient plutôt bien ce mode de fonctionnement. Alors, je vais parler de troisième et de quatrième génération d'intelligence collective. Euh, alors, c'est un éclairage un peu personnel. J'ai commencé à regarder parce que quand on lit pas mal de choses sur les réseaux et sur Internet, on a l'impression que l'intelligence collective, c'est quelque chose qui est récent, hein, qui a peut-être 10, 15 ans, 20 ans, grand maximum. Et ce qu'on parlait juste avant avec Christophe de facilitation, au début de la facilitation, on facilitait, et un peu plus récemment, c'est qu'on facilite en intelligence collective. C'est une des évolutions de la facilitation. Et j'ai commencé à regarder un peu en remontant dans l'histoire. Et je me suis rendu compte que l'intelligence collective, c'est une des caractéristiques presque de l'être humain. Donc, l'intelligence collective est née en même temps que l'humanité. Donc, je ne vais pas remonter jusqu'à Lucie, 3,5 millions d'années, mais on peut déjà monter ce que j'appelle la première génération d'intelligence collective. Du temps de Toutankhamon, on peut aller 5000 ans en arrière, et du temps des pharaons en Égypte, bah, tout ce qui était construit, que ce soit pyramides ou des temples ou tous les bâtiments là, c'est pas le pharaon qui faisait tout. D'accord? Donc il a collecté, hein, donc la première génération d'intelligence collective, c'est de l'intelligence collective collectée. Il a collecté les intelligences d'architectes, de maîtres d'œuvre, de maîtres d'ouvrage, de chefs d'équipe, d'ouvriers, tout ça, pour créer ce qui était créé. Hein. Euh, Autre exemple, Louis XIV, même chose, il a collecté des intelligences de différentes personnes pour faire Versailles. Henry Ford, pour faire sa Ford T, il a collecté les intelligences d'architectes pour construire les usines et d'ingénieurs, aussi bien pour concevoir la voiture que pour concevoir les outillages pour fabriquer la voiture.
Donc, on voit très, très bien que la première génération, c'est je vais collecter l'avis d'experts. Et ça, c'est encore utilisé dans une entreprise. Quand le PDG d'une entreprise a besoin d'avoir un avis sur les finances, il voit ça avec son directeur administratif et financier. Et s'il n'a pas les ressources en interne, il va chercher les ressources en externe, qui peut être soit de la formation, soit du conseil. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent le modèle Spiral Dynamics, c'est jusqu'au niveau Orange où on utilise, et c'est continue, encore cette première génération, continue à être utilisée. C'est une assurance collective collectée. La deuxième génération, c'est on change de niveau. Par exemple, au niveau Spiral Dynamics, on passe au niveau vert, et on commence à avoir ce travail en cercle qui apparaît en France et en Europe dans les années 70 avec les cercles de qualité. Et aux États-Unis aussi, il commence à y avoir des cercles d'entrepreneurs dans les années 70 où les entrepreneurs se rencontrent pour échanger un peu par rapport aux enjeux de l'entrepreneuriat. Et ce sera presque un peu l'ancêtre du co-développement. Et on voit très bien que ce travail en cercle, symboliquement, là, les gens sont à équidistance du centre. Donc, dans la première génération, on faisait appel qu'à des experts. En deuxième génération, dans le cercle, on va avoir des experts et des gens qui ne sont pas non experts. Et l'inconvénient souvent de ce mode de fonctionnement-là, c'est que l'avis d'un non-expert a presque autant de poids qu'un avis d'expert dans ce cercle-là, puisqu'il y a tout un nivellement, une relativisation dans les fonctionnements. Et dans les années 80, il y a eu un gros développement de cette deuxième génération d'intelligence collective, qui est toujours l'intelligence collectée, grâce à un outil extraordinaire qui existe toujours aujourd'hui, sous format numérique, mais c'est un outil tout petit, pas très grand, plutôt fin, et souvent avec des couleurs fluo. Et c'est quoi cet outil en facilitation qui est apparu dans les années 80? Une idée? J'ai tendance à dire les post-it. Absolument. Le C'est vrai? post-it. Bah oui, le Ouais. post-it. C'est l'outil favori dans le monde de la facilitation. Et même des fois, je discutais avec un collègue et beaucoup de clients, ils disaient non, non, pas encore un atelier post-it, de grâce, stop. D'accord? Donc maintenant, on utilise toujours le post-it quand on est en présentiel, mais bon, après, tous les outils numériques ont leur équivalent en post-it numérique. Voilà. Donc, deuxième génération, on ne va pas voir ça. La troisième génération et quatrième, en fait, je me réfère toujours un peu au modèle Spiral Dynamics, c'est la deuxième boucle, c'est jaune et turquoise. Et là, on va commencer à toucher l'intelligence collective systémique du système. Alors, la diapo suivante, je vais utiliser parce que le mot systémique devient de plus en plus à la mode et finalement, c'est pas plutôt un bien. Mais derrière le mot système, on n'est pas toujours sûr de comprendre qu'est-ce qu'il y a. En plus, moi, j'utilise souvent ce qu'on va utiliser aujourd'hui là dans la présentation, c'est un système avec un grand S, un S majuscule. Je distingue le S majuscule du S minuscule. Le S minuscule, c'est plutôt une approche cybernétique. Ça peut être un système comptable, un système financier, un système de gouvernance, un système électoral. C'est quelque chose, un ensemble de protocoles, de procédures, ainsi de suite, et qui forment le système qu'on peut changer, qu'on peut faire évoluer, qui peuvent être ancrés. Là, pour moi, quand j'appelle un système avec un grand S, c'est plutôt un système qui est une entité liée à un regroupement d'êtres humains. Et la meilleure métaphore ou analogie, c'est plutôt une analogie, puisque ça passe par la compréhension que j'ai trouvée. La meilleure analogie que j'ai trouvée, alors si vous avez une meilleure, peut-être Christophe, je suis preneur. Et là, on dit bonjour et bienvenue à Gian. Donc, c'est l'aquarium. Et donc, une organisation, une entreprise, c'est comme un aquarium avec de côté, il y a les vitres avec l'ossature.
Et si c'est une entreprise, à l'intérieur de cet aquarium, on a des poissons. Alors, si c'est une entreprise, on a des poissons PDG, ODG, des poissons COMEX, CODIR, management intermédiaire, management de proximité, employés. Hein, donc, tous les poissons qui sont dans l'aquarium. Et pour moi, ce qui se rapproche le plus de ce que j'appelle le système avec un grand S, c'est l'eau de l'aquarium. Et c'est intéressant parce que tous les poissons, du PDG à l'employé, sont dans la même eau, dans le même système. Et imaginons qu'on a un aquarium avec de l'eau trouble et de l'eau saumâtre. Alors, l'eau saumâtre, c'est ni de l'eau douce ni de l'eau de mer. Et donc, en fait, les poissons qui sont dans cet aquarium-là, déjà, comme l'eau est très trouble, ils ne voient pas grand-chose. Donc, imaginons par un travail de facilitation sur le système, on amène cette eau trouble dans de l'eau claire. Parce qu'il va se passer, c'est du PDG à l'employé, aux salariés de base, je dirais, bah, l'eau va être plus claire, et ils vont être beaucoup plus performants, ils vont être beaucoup plus à l'aise pour travailler. Ensuite, de l'eau saumâtre. On va voir dans l'aquarium des poissons d'eau douce et des poissons d'eau de mer. L'eau saumâtre, c'est vraiment pas génial. Ils arrivent à y survivre, mais c'est pas extraordinaire, et donc ils sont pas hyper performants non plus. Et donc, imaginons qu'il y a une majorité de poissons d'eau douce et qu'on facilite l'eau de l'aquarium de passer de l'eau saumâtre à de l'eau douce. Qu'est-ce qui va se passer quand on passe de l'eau saumâtre à de l'eau douce pour les poissons d'eau douce? Une idée? Ben, ils vont pas aimer. Les poissons d'eau douce, s'il y a de l'eau douce? Non, non, les Oui, oui. autres. Les autres, ils ne vont Pardon. pas aimer, absolument, on est d'accord. Mm. Mais les poissons d'eau douce, eux, ils vont être vachement mieux, quoi. D'accord? Ils vont être plus. Ouais, être à l'aise. Leur qualité de vie au travail, ils vont être beaucoup mieux. Voilà, donc, déjà, de l'eau claire, l'eau transparente, plus de l'eau douce, eux, ils vont être bien. Par contre, effectivement, tu as raison, c'est que les poissons d'eau de mer, eux, ils ne vont pas aimer du tout. Donc, dans l'analogie, donc l'être humain, quand il va à un système comme ça où il n'aime pas, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va rejeter. Bah, il va sortir de l'aquarium, il va se trouver un aquarium, il y a de l'eau de mer. D'accord. Et ça va se faire naturellement. Donc, dès qu'on fait ce que j'appelle un alignement organisationnel, il y a des gens qui vont se sentir dans l'eau entre les deux, ça c'est supportable. Là, c'est quand ils sont plus alignés, ils vont partir ailleurs et ça se fait naturellement. Voilà. Donc ça, c'est une métaphore d'un système. Je trouve ça assez parlant justement. Et donc l'idée après, ça va être de travailler sur l'eau et plus sur les poissons. Alors, sur quel corpus on va s'appuyer au niveau de l'intelligence collective systémique, hein? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est sorti un beau matin du chapeau et ça y est, touché par la grâce divine. Non, non, c'est des choses auxquelles je me suis formé et qui, chacune individuellement, chaque approche est déjà extrêmement performante. Donc, toutes ces approches, on va les voir rapidement, et ont été mises en synergie. Donc, la première, c'est la collaboration générative du Deal Strategy Group, hein, donc à l'Université de Santa Cruz. La deuxième, c'est les approches génératives du docteur Steve Gilligan, donc, qui est docteur en psychologie à l'Université de Stanford, donc tout un travail en mode flow. On va également avoir les approches transformationnelles du docteur Jörg Tacke. Alors, faculté de médecine de Bavière, j'ai l'info d'il y a une quinzaine d'années, peut-être qu'il est parti en retraite entre-temps, hein, parce qu'il intervenait sur une unité de valeur à l'époque. On a les modèles des deux heures de nature d'un philosophe hollandais du siècle dernier qui s'appelle Jan Lene. On va avoir des éléments du coaching systémique d'organisation. On va également avoir des approches de la démocratie profonde, hein, donc Deep Democracy d'Arnold Mindel. On va utiliser, parce qu'on va travailler sur, et notamment sur des grands systèmes, les structures holomorphiques, voir le holomorphisme des systèmes, entre autres, dont parle Edgar Morin. Également, on va avoir des outils de constellation systémique d'organisation. Donc, ça fait beaucoup de choses qui vont être mises en synergie, qu'on va utiliser en fait ensemble. En fait, chaque approche fonctionne plutôt très bien. Donc, quelques photos. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Robert Dills, voilà. Donc, ça, en plus, c'était pris en photo. Je reconnais les fenêtres dans le 12e arrondissement à Paris. Voilà. Donc, Robert, c'est presque un copain.
J'ai eu l'occasion de manger chez lui à Santa Cruz, voilà. En 2016, quand j'étais en formation de formateur avec lui, Steve Gilligan, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, moi, j'étais formé directement par les deux et mentoré par les deux. Jörg Take, donc là, on passe en Allemagne, hein, on part de Californie en Allemagne. Donc, lui, je n'ai pas été formé directement par lui, j'étais formé par une de ses élèves, une Allemande. Et j'aime beaucoup cette photo de Take, avec un côté pétillant dans ses yeux. Et je me dis, tiens, à l'occasion, peut-être, alors, pas à côté non plus, à Bavière, mais peut-être le rencontrer, ça peut être intéressant. Là, on voit tout de suite qu'on change de siècle, hein. Jan Lennes, c'est quelqu'un qui est décédé en 1968. Donc ça, c'est, je sais pas, une photo qui doit dater des années 50, des choses comme ça. Je crois que j'ai une amie qui est plus toute jeune, qui a dû le rencontrer quand elle était dans sa jeunesse. Voilà. On parle aussi souvent de biomimétisme. En fait, je me suis rendu compte que le fonctionnement de l'intelligence collective systémique était très... On retrouvait la même chose dans la nature, à commencer déjà par chez nous. Imaginons qu'après la présentation, vous alliez envie de manger au restaurant. Ça m'étonnerait fort que vous mettiez vos organes internes, hein, votre cœur, votre foie, vos poumons et vos membres en cercle dans la cuisine ou dans la salle de bain et que vous organisiez soit un forum ouvert ou une séance de design thinking pour savoir dans quel type de restaurant vous allez manger. Hein. Ça m'étonnerait quand même beaucoup. En fait, non, comment vous allez faire, c'est que vous, en tant que système grand S conscient et intelligent, c'est vous qui allez décider d'aller manger libanais, un steak frites salade ou que sais-je encore. Et quand vous allez au restaurant et que vous mangez, vous avez un sous-système de votre corps qui s'appelle le système digestif qui va faire tout le boulot pour que toutes les cellules de votre corps, qui sont pourtant très différentes, aient les nutriments dont elle a besoin. Et quand on regarde de près, une cellule de foie n'a rien à voir qu'une cellule de cœur ou une cellule de cerveau, quoi. Donc on a vraiment, c'est intéressant en termes de système, on a une puissance du système physique de notre corps, on a une très grande variété de cellules, et on sait très bien que la diversité dans une équipe, dans un système, c'est quelque chose qui donne aussi de sa performance. Alors, quelques exemples naturels qui ont plusieurs centaines de millions d'années en IC systémique, c'est les superorganismes. Donc là, on a une photo de ce qu'on appelle des murmurations, hein, c'est des centaines de milliers des tourneaux qui volent comme ça, et il y a un système, il y a une entité qui pilote un peu le tout. Hein, vous pouvez trouver sur Internet des vidéos qui sont toutes les unes les plus magnifiques que les autres. Hein, en superorganisme, on a également les essaims d'abeilles. Le plus connu en plus, parce qu'il y a eu même des romans là-dessus, c'est les fourmis ou les termites. Et quand on a un superorganisme de fourmis, une fourmi, je crois que j'ai regardé, doit avoir à peu près l'ordre de 2000 neurones dans sa tête. Donc essayez d'imaginer un superorganisme. Alors c'est vrai que les fourmis sont nombreuses, mais quand vous avez une équipe ou un système humain, avec au niveau du cerveau capital à peu près 80 milliards de neurones, au niveau du cœur à peu près 40 000 et au niveau des intestins à peu près 200 millions, que vous coordonnez tout ça dans l'être humain et entre les êtres humains, donc vous avez un peu, vous pouvez imaginer la puissance de l'intelligence de ce collectif-là en tant que super-organisme. On retrouve également la même chose dans les bancs de poissons. Donc au niveau de l'approche, on va avoir trois univers qui vont se mettre en synergie. Le premier, c'est SFM2, donc en anglais, Success Factor Modeling. C'est du Deal Strategy Group, hein, donc c'est la collaboration générative du Deal Strategy Group avec une possibilité, pour ceux que ça intéresse, d'avoir une certification internationale, hein, puisque je suis accrédité par Robert Deals et le Deal Strategy Group pour délivrer ces certifications. Le deuxième univers, c'est le mode génératif où les principaux contributeurs sont Steve Gilligan et Jörg Take. Et le troisième univers, c'est ce que j'appelle la systémique de deuxième génération. Justement, quand on a cet holographisme ou cet holomorphisme, si on va être plus précis, qui différencie de la systémique de ce que j'appelle moi de première génération. Alors, la première génération, c'est Palo Alto, par exemple, dans la côte ouest des États-Unis.
qui au départ est quand même une systémique en one-to-one avec cette circularité qu'on a entre le thérapeute et son patient, ou entre un coach et un coaché, où en gros c'est mon comportement au sens large, en communication verbale, paraverbale, non verbale, va influencer l'autre personne, et en retour, l'autre personne va réinfluencer. Donc cette circularité systémique, vraiment, qui était un peu le début de la base de Palo Alto. Et c'est des choses que j'ai appris avec, il y a 15 ans avec Balta et il y a 12 ans avec Jacques-Antoine Malarevitch. Ça, c'est la première génération côte ouest. Première génération côte est, on est au MIT avec Donella Meadows. Hein, et donc, elle a une approche plutôt plus cybernétique, hein, avec commencer à modéliser les variantes de site Palo Alto, commencent à modéliser aussi, mais vraiment modélisation des systèmes, ainsi de suite. Avec l'inconvénient, c'est quand on a un système vraiment très très complexe et très très non linéaire, par définition, c'est plus modélisable. Donc là, on va voir comment, en systémique de deuxième génération, on traite ces choses-là. Les trois types de changements systémiques, hein, donc je reprends l'éclairage, les lunettes Palo Alto. Le changement systémique de type 1, c'est un changement extrinsèque dans le système. Donc le changement vient de l'extérieur du système et on change quelque chose dans le système. Et donc en plus, ça a des répercussions sur tout le système, mais on veut changer qu'un bout. Le changement est instable, c'est-à-dire qu'il demande à être contrôlé, maîtrisé en permanence. Et donc, quelques exemples qu'on peut avoir, c'est souvent les entreprises libérées au début, l'approche de l'holacratie, et donc les contrôles sont faits par un système informatique qui va commencer à contrôler les choses. Si je fais une analogie avec l'automobile, je dirais, prenez une voiture qui tire à gauche naturellement, c'est quoi? Vous roulez, vous lâchez le volant, elle part sur la gauche. Ben, un changement de type 1, ça serait quoi? C'est vous faites un effort sur le volant pour qu'elle aille droit. Donc, aussi longtemps que vous faites l'effort, ben, la voiture, elle va droit. Dès que vous lâchez le contrôle, hop, elle repart tranquillement sur la gauche. Changement de type 1. Changement de type 1, c'est un changement extrinsèque du système lui-même. Donc, on va changer le système, l'organisation du système, ainsi de suite. Là, le changement, il est stable. C'est qu'une fois que le changement est fait, il n'y a plus besoin d'y retoucher. Par contre, c'est long, c'est coûteux en ressources, hein, en temps, en argent, en résistance, en burn-out, au bore-out, en brown-out, enfin, en tension, en conflit, choses comme ça. Donc, ça touche beaucoup tout ce qui est conduite du changement, ou à peu près, il y a eu 2 études McKinsey, une il y a plus de 10 ans et une récente, qui avaient les mêmes chiffres d'ailleurs, ça réussit à peu près dans 30% des cas. Enfin, ça donne les résultats escomptés dans 30% des cas, c'est que 70%, ça ne marche pas. Et quand ça marche, on ne comptabilise pas non plus les coûts pour les coûts humains. Et souvent, entre autres, les coachs utilisés pour faire lâcher prise aux managers, souvent intermédiaires. C'est là où l'homéostasie met sa résistance pour résister au changement. Et là, dans la continuité, changement de type 3, c'est un changement intrinsèque du système lui-même. Donc, c'est le système qui choisit de changer. Hein, ce n'est pas un système imposé de l'extérieur et souvent après en mode top-down. Donc là, le changement, il est stable, il est rapide et il est fluide. Donc là, on parle de la facilitation d'intelligence collective systémique et générative. Pour certains qui baignent dans la systémique depuis des années, ça va. Pour les autres personnes, c'est bon, c'est clair? Pas de questions? Ok, donc on va passer diapo suivante. Quand on regarde un peu de près, on a 3 centres d'intelligence au niveau de l'être humain. On a le cœur, le corps et la tête. Alors cette représentation, elle est un peu vieillotte, je trouve, mais peut-être je trouve une autre, mais je trouve ça intéressant. On a le corps, hein, qui fait justement l'équilibre sur le cylindre central et qui équilibre les trois centres, hein, le cœur, le corps et la tête. Et donc ça, c'est important de faire travailler les trois nouveaux en synergie et en harmonie, ce qui est souvent pas le cas. Donc, quelle source d'intelligence on va utiliser dans cette intelligence du collectif? On va en avoir 5. Donc, les 3 centres d'intelligence de l'être humain, ce qu'on pourrait appeler, c'est
on va créer un sens, un genre d'intelligence intégrale, hein, que les individus qui sont facilités puissent avoir leurs trois centres qui fonctionnent ensemble et en harmonie. Donc, on a le cerveau capital dans la tête, hein, des choses connues, c'est l'intelligence cognitive, la créativité, la notion d'avenir, la notion de projet, la mémoire cognitive, les émotions. Hein, donc, les émotions, contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas dans le cœur, même si le cœur subit les conséquences des émotions, mais c'est en fait le cerveau limbique qui est la source des émotions de l'être humain, mais je pense que tous les mammifères également. Ensuite, on a le cerveau cardiaque avec l'intelligence du cœur, la notion d'intuition, la notion de présence. Hein, être présent, c'est quelque chose qui est pour moi relié au cœur. La relation aux autres et l'approche ontologique, l'être. Tout ce qui touche l'être, ça passe par le cœur. On a ensuite le troisième cerveau, le cerveau entérique, hein, entre autres les intestins et puis un peu partout dans le corps. On a l'intelligence somatique, l'instinct, on appelle également le passé, les mémoires corporelles. Alors, par rapport au cerveau entérique et l'intelligence somatique, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui faisaient ou font encore soit de jouer un instrument de musique ou faire des arts martiaux? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Et c'était quoi que tu jouais? Ou vous faisiez Non, c'était arts martiaux. J'ai fait du judo du judo, dans ma d'accord. jeunesse. Ok, c'est bien. D'autres personnes, instruments de musique ou pas? Non? Non. Bah, si tu as fait du judo, dans un combat, tu ne te dis pas, enfin, tu peux essayer de faire ça, mais c'est ton corps qui réagit parce qu'en fait, ça va beaucoup trop vite, c'est plus la tête qui contrôle. Hein. Donc, je ne sais pas si tu as fait du combat. Même chose pour un instrument de musique. Quand on joue un morceau de musique, que ce soit au piano, à la guitare ou moi, le saxophone, et comme on dit, c'est du 300 à la noire, c'est les doigts qui jouent tout seuls, hein, c'est la tête ne suit pas. Et donc, dans beaucoup de cas, justement, l'intelligence somatique est très, très puissante. Donc, ça, c'est 300 d'intelligence au niveau de l'être humain. On va utiliser les intelligences de deux champs. Un champ informationnel et qui est non énergétique et un champ appelé émotionnel qui est un champ énergétique. Euh, pour un peu spécifier ce dernier champ, on fait tous l'expérience, mais sans forcément la qualifier précisément. Quand on rentre dans un groupe, on voit très bien le niveau d'énergie de l'ambiance. Soit c'est une ambiance d'enterrement ou c'est très joyeux. Donc, au niveau de l'énergie, on le ressent facilement. Hein, et donc, ça, c'est le champ émotionnel du collectif, hein, donc du système, et un champ informationnel. Donc, ça, c'est énergétique. Le champ informationnel, lui, c'est quelque chose qui va donner des informations. Donc, ces deux champs vont également être des sources et de transformation et d'information. Et c'est là où ça se différencie, entre autres, tout ce qui est le coaching génératif et la transgénérative, où on parle du champ en global, qui est souvent le champ émotionnel. Et là, on va travailler justement sur deux champs distincts. Systémique de deuxième génération. Donc là, l'idée, c'est qu'on va travailler avec et sur le système grand S, et plus sur les individus, hein, auprès desquels on va collecter le résultat de leur intelligence individuelle. Donc, via post-it, physique ou numérique. Donc, le client, ça devient le système. Hein, donc, on va coacher ou faciliter, après, on peut utiliser les deux mots, coacher le système ou faciliter le système, qui va être considéré comme un sujet et plus comme un objet. Donc, on va sortir de l'approche cybernétique avec des fonctions de transfert, des choses comme ça. Et donc, on va le considérer comme une entité que nous allons émanciper. Hein, en anglais, empowering, le rendre autopoïétique. Donc, on verra cette notion d'autopoïèse à la diapo suivante. Hein. Mais autopoïétique, c'est quasiment vivant à 2-3 paramètres près. Donc, c'est ce que j'appelle moi la systémique de deuxième génération. Hein, je ne m'occupe plus des patterns. Alors, ça va parler, que ce soit les PNListes ou les systémiciens, ça, le grand truc, c'est les patterns. Quoi. Et là, en fait, le système va être vu comme une boîte noire. Et ultimement, ces patterns, il en a, mais on ne s'en préoccupe pas. Présupposé d'un système avec un grand S, il est intelligent, donc il peut nous donner les bonnes réponses via de l'intelligence du collectif. Il est sage, c'est qu'il peut prendre des décisions justes, et justes dans le sens justesse. Il est holomorphique,
et que le système se trouve intégralement dans chaque élément, dans chaque individu, comme l'ADN humain. D'accord. Effectivement, Edgar Morin en parle un petit peu, puis d'autres personnes aussi, de ce côté holomorphisme. C'est le système se trouve entièrement dans chaque membre du système et vice-versa. Donc ça va effectivement dans les deux sens. Il est également écologique au sens, on l'entend dans le coaching professionnel, c'est que rien ni personne ne pâtit de quoi que ce soit. Et donc le système prend naturellement soin de lui-même par autopoïésie et des autres, donc, y compris déjà les membres qui composent le système. Hein, comme par exemple notre corps prend le maximum de soins de ses composants, de ses organes. Et je dirais que l'empathie et la bienveillance est naturellement incluse dans le système. Et en fait, je fais par expérience, tout ça c'est présent sans même qu'on ait besoin de préciser aux individus qu'il faut qu'il faut de l'empathie, qu'il faut de la bienveillance et tout ça. Ça se retrouve naturellement dès que le système commence à être opérationnel. Bon. Donc le système Grand S, il existe en fait dès qu'il y a un regroupement humain, sauf qu'il est embryonnaire, ou je dirais comme un bébé qui a 2-3 mois. Donc un bébé de 2-3 mois, est-ce que c'est lui qui choisit ses repas, à l'heure où il va se coucher, le programme de télé qu'il regarde, ou les livres qu'il lit? Pas vraiment. Pour le bébé, qui est-ce qui décide à la place du bébé? Il y a des gens qui ont des enfants ici? Oui, Oui. moi j'ai une fille. Donc, qui décide à la place? C'est un bébé de 3-4 mois? Les parents. Bah oui, c'est les parents. Dans une entreprise où le système est l'équivalent d'un bébé de 2-3 mois, qui décide à la place du système? Les chefs, La non? direction, non, même tout en haut, le chef, la direction générale, quoi. Le CEO, le président, le CEO, PDG, ouais. ouais, c'est ça, c'est lui qui décide. Hein. D'ailleurs, dans le droit français, une entreprise, c'est une personne morale. D'accord. Et donc, sauf que la personne morale est impotente. Le système est impotent parce qu'il n'est pas empowered, il n'est pas émancipé. Donc, une des premières choses qu'on va faire en tant que facilitateur d'intelligence collective systémique, c'est d'empuissancer, hein, comme diraient nos cousins de la belle province du Québec. Et on va empuissancer, empowering, on va émanciper le système pour le passer d'un état de bébé de 3-4 mois à un être humain qui a 25 ou 30 ans, avec son intelligence, avec ses connaissances et également son niveau de conscience. Donc, vous voyez un petit peu le saut paradigmatique qu'on peut voir par rapport à d'habitude et même par rapport aux approches systémiques courantes. L'autopoïèse, hein, donc ça c'est quelque chose, je suis allé sur Wikipédia, hein, c'est la propriété d'un système à se produire lui-même. Alors, produire et pas reproduire. Hein. C'est justement ce qui différencie d'un système vivant. Un système vivant peut se reproduire. Un système autopoïétique ne se produit que lui-même. Donc en permanence et en interaction avec son environnement, et ainsi que de maintenir son organisation. Hein, donc ça, c'est ce qu'on appelle également l'homéostasie, malgré son changement de composants, des matériaux, et dans notre cas, les individus membres et d'informations, les données extérieures. D'accord. Une des différences aussi entre un système autopoïétique et un système vivant, c'est qu'un système vivant se nourrit lui-même. Un système autopoïétique, c'est à nous, en tant que facilitateurs, de faire en sorte qu'il soit nourri. Et également, un système vivant, jusqu'à certaine mesure, il se régénère lui-même. Hein. Si vous êtes en train de faire la cuisine et vous vous coupez un petit peu le doigt, vous désinfectez, vous mettez un sparadrap dessus, et 15 jours après, ça s'est cicatrisé, ça s'est réparé tout seul. D'accord. Donc, le système vivant se régénère jusqu'à un certain niveau tout seul. Ce qu'un système autopoïétique ne fait pas. Donc, les réparations sont à la charge du facilitateur ou de la facilitatrice. Donc, également, on va utiliser au niveau des systèmes, quelque chose d'extrêmement puissant, des constellations sur les organisations. Hein. Alors, j'attire l'attention parce que souvent, il y a des gens qui font de la constellation, mais en fait, ils constellent, c'est une variante des constellations familiales, où on constelle, par exemple, un manager, et on constelle autour les personnes qui sont dans son entourage, dans son sous-système à lui. Là, l'idée, c'est de consteller l'ensemble de l'organisation. Hein. Toujours l'idée, c'est de le rendre conscient à lui-même, de lui donner de la data
pour que son intelligence puisse travailler. Donc, on va avoir des constellations de désilotage. Ça, c'est extrêmement efficace parce que dans les entreprises, souvent, fonctionnement en silo. Et donc, cognitivement parlant, désiloter, ce n'est pas génial, ou on ne le fait pas. Là, on va désiloter, on va pouvoir utiliser des constellations de médiation. Quand il y a, par exemple, des groupes, les eux et nous, et que les groupes, au niveau des sous-systèmes, sont un peu en opposition. Également, on va utiliser des constellations pour trouver des solutions innovantes, des constellations d'émancipation du système et un travail sur les mondes. Donc là, on va presque toucher un peu en type constellation la culture, les évolutions de la culture, la naissance de la culture. Donc ça va être extrêmement intéressant. Alors, les trois piliers de l'intelligence collective, systémique et générative, sont assez simples. On va travailler en émergence. Ensuite, il y a de la résonance. Et le troisième point, c'est de la synergie. La notion d'émergence, on commence à la voir un peu aussi. On parle dans certains endroits dans l'intelligence collective de faire émerger les choses. Sauf que souvent, ça émerge un peu en sérendipité. C'est un peu par hasard. Souvent, le truc, vous savez, l'Eureka, on voit souvent le dessin, c'est du vieux barbu, du vieux sage grec avec une ampoule qui s'allume au-dessus et Eureka, j'ai trouvé. Une fois de temps en temps, il y a une émergence. Là, l'idée, c'est qu'on va organiser l'émergence qui va surgir de manière inattendue, non linéaire, non prédictible et totalement nouvelle. Et en fait, l'émergence, entre autres avec le champ informationnel, c'est des choses qui vont émerger en dehors de la mémoire, qu'elles soient individuelles ou même collectives du système. C'est pour ça que le champ informationnel va être extrêmement intéressant. Une autre façon d'appeler le champ informationnel, c'est peut-être le champ du possible, ou en français, on parle de l'ère du temps. Les choses sont dans l'ère du temps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand les gens démarrent une start-up, qu'ils ont une idée un peu originale, ils se dépêchent très très vite de faire du scaling, de grossir très très vite pour prendre une position dominante, parce qu'ils savent très bien que l'émergence qu'ils ont eue, tôt ou tard, à l'autre bout du monde, il y a des gens qui risquent d'avoir la même idée. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que je crois il y a 2 siècles, à 3 mois d'intervalle, ont émergé l'idée du phonographe. Aux États-Unis, il y avait Edison, et en France, c'était Charles Cros. Et Charles Cros a trouvé, 3 mois avant Edison, il a déposé à l'Académie des sciences à Paris son brevet du principe du gramophone. Alors qu'en fait, Edison ne connaissait pas Charles Cros et l'inverse non plus. Et puis, il n'y avait pas de veille technologique, ni Internet, tout ça. Donc, chacun y travaillait tranquillement dans son coin. Mais l'ère du temps, le champ informationnel a nourri les deux. Donc, ça, c'est le premier point, émergence. Deuxième point aussi qui va être extrêmement important, c'est la résonance. Et pour que ça résonne, un peu comme dans un orchestre aussi, on a besoin d'harmoniser. Donc, on accorde les instruments sur le même La, par exemple, dans l'orchestre. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on va être obligé d'aligner les membres. C'est un des travaux qu'on fait au début quand on travaille en systémique, en intelligence collective systémique. Avec les groupes, on a besoin de les aligner et de les harmoniser. Et la résonance va être très utile pour nous, c'est-à-dire que c'est la résonance qui va valider ce qui a émergé. Parce que dans un monde très volatile, très incertain, très complexe, très ambigu, où tout bouge très très vite, quelque chose émerge, on ne va pas rentrer ça dans un tableur ou même dans une IA qui n'a pas, si c'est nouveau, l'IA ne connaît même pas. Alors, elle peut faire des hallucinations, donc on n'est pas très aidé, mais rentrer un tableur avec 1000 par 1000 par 1000, enfin, donc ça ne fonctionne pas. Donc la résonance va permettre de valider ou d'invalider ce qui aura émergé. Et le troisième point, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que j'ai appliqué dans la synergie des différentes approches. Ça multiplie les choses. C'est que 1 plus 1 fait même pas 2, même pas 3, mais fait 5, 6, 8, 10 ou plus. Donc les efforts ne s'additionnent plus, ils se multiplient. La diapo suivante, on va voir un exemple que j'aime beaucoup de synergie et qui est très analogique, métaphorique. Voilà. Alors, je vais vous poser la question, donc je vais attendre des réponses de votre part. Donc, écoutez bien le postulat de base.
j'ai un récipient qui est vide, j'ouvre ce récipient, j'enlève le couvercle et je mets 2 volumes d'hydrogène et 1 volume d'oxygène. Je referme le couvercle et la question c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon récipient? Alors attention, il y a un piège dans la diapo. Je vous écoute. Je mets 2 volumes d'hydrogène et 1 volume d'oxygène et je referme le couvercle. Ben, moi, je vais aller sur la théorie. Donc, 2 volumes d'hydrogène et 1 volume d'oxygène, ça donne de l'eau. Donc, réponse Tu es toute tombé dans bête. le piège. Ouais. Donc, du coup, voilà. Donc, réponse toute bête. Maintenant, par contre, dans la diapo, il y a deux oxygènes, quoi. 4 fois hydrogène, 2 oxygènes. Oui, mais donc c'est toujours il y a 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Mais en fait, dans le récipient, il y a un mélange d'hydrogène et d'oxygène, tout simplement. Pour qu'il y ait de l'eau, le fait de mélanger les deux ne fait pas qu'ils se combinent. Pour que, alors mes cours de chimie sont assez vieux, mais il faut ce qu'on appelle un catalyseur. Et les 2 catalyseurs que j'ai en tête, il y en a peut-être un troisième que je ne connais pas, c'est soit la mousse de platine, soit une étincelle. D'accord. Et à ce moment-là, si on met une étincelle de la mousse de platine dans le récipient, l'hydrogène et l'oxygène se combinent pour fabriquer de l'eau. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec l'eau, c'est qu'on peut avoir les meilleurs chimistes et physiciens du monde. Si l'eau n'existait pas, ils seraient incapables de prédire les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau en partant des caractéristiques physiques et chimiques de l'hydrogène et de l'oxygène. L'eau, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et donc, c'est un peu la notion, quand on dit l'intelligence collective systémique et générative, justement, c'est de générer des choses qui sont totalement nouvelles. Et petite question, à qui dans au niveau de l'intelligence collective systémique et générative, qui assume le rôle, la fonction de catalyseur? C'est J'ai compris la question. Dans le... dans le monde de la facilitation de l'intelligence collective systémique et générative. Qui fait le rôle de catalyseur? Bah, c'est la facilitatrice ou le facilitateur. D'accord? C'est lui qui va créer la synergie dans le système, dans les équipes ou dans les organisations. D'accord? C'est son rôle. Alors, je crois même Christophe, tu dois aussi connaître les niveaux logiques de changement et d'apprentissage de Diels, je suppose. Et en fait, ça, c'est une évolution de ces niveaux-là. Donc, au départ, il y avait Gregory Bateson avec ses niveaux d'apprentissage. Robert Diels, dans les années 70, qui est un de ses élèves de Bateson, a fait les niveaux de changement et d'apprentissage. Et en fait, en 2016, quand j'étais à Santa Cruz en formation avec lui pour formation de formateur, mais surgit cette évolution du niveau, de ces niveaux à lui. Donc, on sort de la pyramide. Et en fait, j'ai distingué, et là, on a les 2 ordonnatures de Yann Lenné avec un côté existentiel ici, où on est dans l'espace-temps, et ici, un niveau essentiel, on est dans l'essence humaine, on est un peu dans un endroit où il n'y a plus d'espace-temps. Et je parlais des 2 champs. En fait, le champ émotionnel, il est énergétique, il est là, et le champ informationnel, il est là. Donc, on a les 2 champs qu'on trouve ici. On trouve classiquement les niveaux d'abstraction qu'on a dans les niveaux dans les niveaux de Diels. L'environnement qui a pour source les comportements, ce qu'on fait et ce qu'on dit, qui a pour source les capacités, ce qu'on peut en train d'apprendre, qui a pour source les croyances et les valeurs. Ensuite, on remonte jusqu'au rôle, identité, mission et ambition. Donc, quand on parlait d'alignement, c'est un premier alignement qu'on va faire ici au niveau des équipes et des organisations verticalement, mais également horizontalement. C'est-à-dire que l'ambition a besoin d'être alignée et congruente avec la vision, là où les missions ont besoin d'être alignées en congruence avec là où les raisons d'être. Également, les rôles avec l'identité, les croyances, valeurs avec un petit V, avec les valeurs grand V, et ainsi de suite. Au niveau individuel, par exemple, quand on a les talents et les capacités qui sont alignés, on commence à toucher ce qu'on appelle le génie.
Je prends l'exemple que vous connaissez, au moins de nom, Mozart. Mozart avait clairement le talent musical, mais le petit Mozart, son papa était prof de piano. Et Mozart, je crois, à l'âge de 6 ans, il avait déjà 3000 heures de piano dans les doigts. D'accord? Donc en fait, on avait vraiment les talents et les capacités qui sont alignés au niveau horizontal et ça donne le génie qu'on a connu. Une autre façon de voir ça un peu, c'est notamment c'est l'inné ici, colonne de gauche, et l'acquis, colonne de droite. Donc ça, c'est quelque chose où on va justement travailler sur les transformations, qu'elles soient même individuelles, une équipe une organisation. Y a-t-il des questions en suspens? Alors moi, j'ai pas de questions, mais par contre, je trouve ça résonne beaucoup avec ce que je fais. Donc moi, je suis dans la tech, donc j'ai complètement collé avec tout ce que vous avez dit par rapport à la notion du système grand S et système, parce qu'on utilise justement tous les deux. Et le fait de faire comprendre que l'organisation est un système, c'est ça, c'est un gros challenge, je trouve. En tout cas ici, et c'est quelque chose qu'on a besoin en fait, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Intégrer tout ça là, ça devient de plus en plus urgent et vi- versus tout ce qu'on a fait pendant les 20, 30 dernières années, d'implémenter des systèmes, petit s. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des systèmes, grand S, dysfonctionnels. Parce que justement, on n'a pas pris en compte l'aspect humain des choses, intégrer justement tout dans l'écosystème du produit, quoi. Mhm. Ouais, non, Bah, ils sont pour moi, dysfonctionnels parce qu'ils n'ont pas assez de ressources, hein. Si je prends l'approche ericksonienne, c'est qu'en fait, comme un bébé de 3 mois ou de 6 mois ou de 2 ans, bah, s'il a un trauma, il va le gérer avec les ressources d'un parce qu'il gamin de a... 3 mois, 6 mois. Donc, il est impotent, étymologiquement, unpowered, quoi. Et Mm. donc, c'est pour ça que le premier travail qu'on a sur le système, c'est de l'émanciper, de l'empuissancer, de empowering, quoi. Et à ce moment-là, il va pouvoir avoir, comme un adulte, des réponses appropriées. Il va pouvoir être responsibility, donc responsable. Il va pouvoir s'adapter à son environnement d'une manière appropriée et beaucoup plus intelligente que le PDG, même s'il a fait toutes les grandes écoles de France et de Navarre. Ah oui, bien d'accord. C'est cool. OK, merci. D'autres questions, Christophe? Des remarques, des éclairages? C'est clair? Il faut que tu ouvres ton micro éventuellement si tu veux parler. Avec la refermée. Oui, c'est Ça y bon. est. Ouais. Non, non, pas de souci. Voilà, c'est clair? Je suis ton histoire. De l'histoire, d'accord. Ghislaine, des questions? Pour ouvrir le micro, oui. Tout Non, va pas de bien. question. Découverte juste. Et une visiteuse, ouais, Jeanne, having some question, did you understand? All is well and beautiful, and thank you for sharing with me previously the previous video Okay, recording of a session. It made it easier for me to understand. Forgive me, I understand better than I speak French. yeah, I enjoyed it very much. No questions for now, and I really appreciate it. Thank you. okay, you're welcome. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on peut aller, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc après, ceux qui étaient juste pour un intérêt, ben, welcome. Sinon, on est en train d'enregistrer pour la 9e cohorte de... donc, je vais vous donner quelques informations sur